Bonjour, on est le mercredi 3 février 2021. Je m'excuse, encore au mois de février, j'arrive à me tromper. Bon, donc on est le mercredi 3 février 2021 avec bon, une journée qui est pluvieuse, assez pluvieuse, une température assez clémente. Bon, pour un hiver, je vous dis, on est très haut en température, hein. Bon, c'est pas normal d'être température comme ça au mois de février, mais on commence à s'accommoder des mois de février avec des chaleurs pareilles. Maintenant, je dis pas qu'il fait très chaud, c'est pas ça. Ben, je veux dire, bon, je sais pas combien il doit faire, mais en tout cas, il fait très, je veux dire, je vais pas dire très chaud, mais il fait bon pour une saison de voilà d'hiver. Pour une saison d'hiver, il fait très bon. Mais il y a de la pluie, c'est fort humide, il y a des fortes tombées de pluie, des fortes chutes de pluie dans toutes les régions du pays. Et jusqu'à un certain point que bon, il y a certains cours d'eau qui ont qui sont sortis de leur lit. Certains cours d'eau ont sorti de leur lit et ça a fait des inondations avec avec tout le mal que ça crée sur les habitations qui sont aux abords des cours d'eau. Hein. Il suffit de peu pour que il suffit des tombées de pluie sans cesse pour qu'à un moment donné, voilà, ça sort de son lit, ça, ça aille dans certaines habitations. Notamment, il y a des habitations où il y a une entrée de garage, l'entrée de garage est en pente. Bon, je vous dis pas, là, chaque fois qu'il y a des inondations, ils ont choisi d'habiter près d'un cours d'eau, quand il faut subir voilà, les affres du cours d'eau. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on n'habite pas près d'un cours d'eau, mais les habitations étaient faites comme ça, il fut un temps. Mais, euh, on sait bien qu'il y a des risques, c'est comme ceux qui habitent dans des risques, enfin dans des zones à risque sismique, mais ils savent bien qu'ils sont dans une zone à risque sismique, mais qui ne s'étonnent pas un jour ou l'autre qu'il y ait un tremblement de terre qui vienne faire des fissures à leur habitation ou détruire leur habitation. Ça, c'est un risque à prendre en compte. Bon, c'est un facteur risque. Vous allez près d'une zone, voilà, une zone Céveso, on peut dire que bon, il peut tout se passer. Hein. C'est le jour où il y a un accident très grave, mais vous allez subir les affres de l'accident très grave. Parce que vous êtes dans le pourtour d'une zone Céveso. C'est-à-dire que s'il y a des fumées avec des fumées jaunâtres, des fumées d'une certaine couleur qui sont voilà, nocives, vous allez prendre ces pleines fumées, ou si c'est radioactif, vous allez prendre la radioactivité, ou si voilà, s'il y a de la dioxine, des échappées de dioxine, mais vous aurez la dioxine, etc., etc. Donc, euh, habiter quelque part, c'est d'abord étudier où on va habiter, hein, parce que bon, c'est bien de trouver un terrain qui n'est pas très cher. Encore faut-il voir ce qui se passe dans les alentours au niveau des risques. Bon, et quand je parle de risques, ça peut être aussi des risques de voisinage. Hein. Voilà, j'avais à dire ce que je devais dire. Euh, Ici, on demande de démontrer que, quel que soit donc, le nombre complexe z, donc c'est pour ça qu'ils disent quel que soit z appartenant au complexe, il faut démontrer que n fois le module carré plus 1, hein, entre parenthèses, module carré de z bien sûr plus 1, est égal à la somme pour k égale à 1 jusque n-1, donc du module carré de z moins n epsilon k. Bon, alors, pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, ne fouillez pas tout de suite, hein, parce que bon, c'est pas parce que ça a l'air, voilà, ça a l'air du charabia pour certaines personnes. Quoique je vais commencer à décortiquer ce charabia, on va commencer à décoder chaque étape, on va faire une lecture en décodant au maximum euh, chaque, euh, euh, chaque écriture. Il va de soi que ce sont des écritures. Tout c'est de décoder ce qui se cache derrière ces écritures et sur base de quoi elles sont fondées. Sur base de quoi elles sont fondées. Voilà. Alors, pour ça, on va entamer la chose en vous disant que si vous avez ça un examen, ne fouillez pas tout de suite. Ne fouillez pas tout de suite. Parce que c'est pas parce que ça a l'air du charabia que ça a l'air compliqué. Hein. Tout charabia n'est pas forcément compliqué. Tout charabia n'est pas forcément compliqué. Déjà, le charabia, si vous arrivez à le décoder,
C'est ça qui fait en sorte que c'est moins charabia. Hein. Si vous avez un génome, que vous n'avez jamais fait d'études sur les génomes, ben, c'est normal que vous ne comprenez pas voilà, les séquences. C'est tout à fait logique. Vous n'avez pas fait d'études là-dessus, donc pour vous, c'est du charabia. Mais pour quelqu'un qui a fait des études voilà, et qui sait décoder ça, ben, ce n'est plus du charabia. Ça représente, je veux dire, insignifiant et insignifié. Il en est de même pour le codage informatique ou le codage de ce que vous voulez. Tout codage, je veux dire, quand il est voilà, décodé par une personne qui sait bien sûr la décoder. Je pense à ceux qui font des mathématiques ici, qui voient les complexes, bon, qui sont arrivés à un certain stade des complexes, doivent pouvoir décoder ça. Et donc comprendre ça et donc pouvoir le résoudre. Bon, encore faut-il le décoder, ça c'est une chose. Bon, le décodage ici n'est pas très compliqué, je peux vous le dire. Il est, très, il est de l'ordre du très simple. C'est pour ça que je vous dis, quand vous voyez un exercice comme ça, à un examen, ne quittez pas les lieux sans avoir la peine, sans devoir prendre la peine de le résoudre. Sans devoir prendre la peine de le résoudre. Donc, ne cherchez pas la facilité, parce que la meilleure des facilités ici, c'est la fuite. La meilleure des facilités ici, c'est la fuite. Et il en va de la sorte pour toute écriture mathématique, là où il y a un charabia. Mais si vous avez bien sûr étudié votre matière, si vous connaissez votre théorie, si vous connaissez les bases relatives à la matière auxquelles se rapporte le charabia, on peut décoder. Bon, maintenant, j'ai pas dit que parce que vous avez su décoder que vous allez réussir à faire l'exercice. Maintenant, savoir faire l'exercice, c'est faire appel à des propriétés. Voilà, faire appel à des propriétés qui vont permettre de résoudre cet exercice. Donc, n'allez pas entrevoir que c'est forcément, on rentre dans la complexité. Maintenant, il faut avoir des petites connaissances mathématiques aussi. Bon, de toute façon, je vais partir pour vous montrer tout ça. Donc, on va décoder. Alors, il faut partir de la base. Démontrer que Z appartient au complexe. Bon, ça, je suppose que tout le monde sait faire ça. Pour ceux qui étudient les complexes, euh, Z est un nombre complexe. Ça signifie que Z a la forme d'écriture canonique algébrique A plus BJ. Ou en d'autres termes, je ne veux pas travailler avec A plus BJ, mais plutôt X plus YJ. Parce que A et B, généralement, ce sont des valeurs voilà, constantes. Moi, je prends des valeurs variables, une variable X plus YJ. Et là, X et Y sont des variables. Je peux prendre n'importe quelle valeur. C'est pour ça que je dis quel que soit. Quand on dit quel que soit Z, ben, Z, X et Y ici sont variables. C'est pas une constante. Si c'était une constante, j'aurais mis A plus B, hein, A plus BJ. Mais Z ici, c'est quel que soit Z. Voilà. Un nombre, quel que soit Z, bien sûr avec XY appartenant à R carré. Hein. Voilà, XY appartenant à R carré. XY sont des réels. Mais YJ est un imaginaire. Voilà. Bon, ça, c'est la première des choses. La seconde chose qu'il faut voir là-dessus, c'est que, qu'est-ce que c'est que N? Bon, je vais faire une lecture de gauche à droite. Hein. Donc, je suis arrivé ici, le N. Le N est ici. Qu'est-ce que c'est que le N? Et ils vous le disent ici. Donc, on a décodé ceci. Ça, tout le monde sait le faire. Il n'y a pas de problème. Bon, un examen, ce qu'il y a, c'est que vous devez décoder vite. Il ne faut pas décoder pendant 4 heures. Hein. Moi, ici, je donne les explications. Je vais vous donner toutes les explications possibles et imaginables. Donc, fatalement, ça va prendre du temps. Mais un examen, bon, le décodage doit se faire à la va-vite parce que, bon, c'est des exercices que vous apprenez à faire normalement en classe. Et donc, bon, à l'examen, ça doit aller un peu plus vite pour résoudre. Voilà, vous ne prendrez pas le temps que je vais prendre ici pour vous expliquer. Ici, je vais tout décortiquer, voilà, la lecture, et puis faire la résolution. Je décortique et puis je fais la résolution. Voilà. Donc, ça va me prendre un temps certain. Donc, si je ne suis pas en examen ici, je ne dois pas faire ça tout de suite, parce que si je devais faire ça tout de suite, je le fais en 2-3 lignes, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, ce qui va se passer, si je devais le faire en 2-3 lignes, ça veut dire que je vais bypasser certaines lignes, fatalement, parce que il y a certaines choses que je vais me dire, bon, c'est évident, donc je vais bypasser, donc en 2-3 lignes, c'est fait. Mais je ne peux pas faire ça pour donner des explications, parce que, bon, les gens risquent de ne rien comprendre. Il faut dans les explications, expliquer étape par étape. Parce que si je bypass des étapes, les gens, il suffit d'une étape pour qu'ils ne suivent plus. Voilà. Donc je vais faire toutes les étapes parce que ça va me prendre du temps.
Voilà, comme à l'accoutumée, bon, on va regarder toutes les étapes. Bon, donc ici, on va analyser ce que c'est que le n. Le n, ben, c'est un naturel, et pas n'importe lequel. Pourquoi n? Ben, on verra par la suite. On verra par la suite de l'écriture pourquoi ont-ils mis n. Je vous rappelle que les nombres naturels, ce sont des entiers naturels. On dit entier naturel, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il n'y a pas de virgule. Si, vous pouvez mettre une virgule, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, vous mettez tous des zéros, une infinité de zéros derrière le nombre. Par exemple, je pense à 5, le nombre entier 5, c'est 5,0000000. Et voilà, une infinité de zéros derrière. Derrière la virgule. Donc on peut mettre une virgule, mais voilà, à ce moment vous mettez que des zéros derrière. Alors, ça c'est le n. Maintenant, voyons voir, il est multiplié par quoi ce n? Il est multiplié par le module de z au carré. Alors, si on revient ici, le module, qu'est-ce que c'est? Le module d'un nombre complexe, c'est tout simplement la distance de l'origine au point représentatif du complexe. Donc c'est tout simplement du Pythagore, puisqu'on est dans un système, si je prends un repère orthonormé polaire, je m'excuse, un repère orthonormé, un repère cartésien orthonormé complexe. Là, pour qu'il soit complexe, vous devez avoir les réels de z ici, les imaginaires d'ici, voilà, et bien sûr un angle droit parce qu'il est orthogonal, et une base qui ici vaudra 1 cm vaudra unité, et 1 cm vaudra 1 j. Ce qui veut dire qu'on a bien une base orthonormée, elle est normée parce qu'on a la même échelle pour les bases 1 et 1j. Donc si je représente un point incomplexe ici, point P est un complexe qui vaudra, ce complexe vaut exactement, à P on associe un complexe, voilà, on dira que Z est la fixe de P, voilà, A plus BJ. À P on a associé un complexe qui est Z est égal à A plus BJ. Voilà. Alors, vous avez bien vu qu'on est en coordonnées rectangulaires, on a des rectangles qui se forment, vous voyez ici on a un rectangle, et donc fatalement qui dit rectangle dit triangle rectangle. En découpant le rectangle ici, on a un triangle rectangle qui est ici. Donc ce qui veut dire que je peux trouver, si vous voulez, la distance pour aller de l'origine par exemple au point P. L'origine c'est 0 plus 0j. Hein. L'origine O c'est 0 plus 0j. Donc la distance de O à P va être mesurée en mesurant voilà, la norme du triangle rectangle ici, comment est-ce qu'on appelle ça, l'hypoténuse du triangle rectangle ici, OP, et OP c'est A carré plus B carré racine carrée. Donc, qu'est-ce que c'est que la norme? C'est une distance de O à P qui vaut A carré plus B carré. Bon, ici, bien sûr, c'est une distance par rapport à l'origine, hein, parce qu'une vraie distance, qu'est-ce que c'est qu'une vraie distance dans les complexes? Vous devez définir une application phi pour laquelle on fait la différence entre deux complexes. C'est la distance entre deux complexes. Voilà, ici j'ai pris par rapport à l'origine. Voilà, la norme par rapport à l'origine. Mais la distance entre deux complexes, Z1 et Z2, est définie par trois axiomes. Hein. On a trois axiomes. On a l'inégalité triangulaire. On a si Z1 égale Z2, ça veut dire que si Z1 égale Z2, la distance elle est nulle. Voilà. Ça, c'est un deuxième axiome. Et un troisième axiome, c'est que vous faites la distance de Z1 à Z2 ou Z2 à Z1, c'est le même. Donc, ça, ce sont les trois axiomes de la distance euclidienne. Et si ça... Et fatalement, la norme ici, elle va répondre à ça. Hein. Z1 moins Z2, la norme de Z1 moins Z2 répond à ces trois critères, ou ces trois axiomes. Donc, on a bien voilà, une définition de distance. Voilà. Mais ici, moi, je mesure la distance par rapport à l'origine. Donc, c'est A carré plus B carré racine carrée. Bon. Alors, mais nous, dans l'énoncé, bien sûr, je reviens à l'énoncé, on n'a pas Z, mais on a le module de Z au carré. Alors, vous aurez tout de suite compris. Alors, la distance, c'est un... Oui, la distance, on met cette distance dans C, donc vous mettez X plus Y, vous mettez des complexes, Z1, Z2, hein, parce que je vous ai dit que c'est Z1 moins Z2, on part de Z carré, et bien sûr, la distance, elle est dans R+, hein. Voilà, la distance, c'est un réel.
Si vous faites A carré plus B carré, A est un réel, je vous l'ai dit ici. X est un réel, Y est un réel, donc B est un réel, A au carré est un réel, B carré est un réel, A carré plus B carré est un réel, racine carrée de A carré plus B carré est un réel. Donc le module ou la distance est toujours un réel. Toujours. Voilà. Donc il n'y a rien de complexe dans les modules. Quand on calcule des modules, ben, ce seront des réels. Donc on peut, dans R, on a l'ordre. On peut établir un ordre dans R. Alors je pourrais écrire par exemple Z plus grand que 3. Bon, parce que c'est des ordres. Hein. C'est un ordre dans R. Par contre, je pourrais jamais écrire ceci. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ordre dans les complexes. Mais il y a un ordre dans les réels. Voilà. Ça, c'est une chose. C'est une chose. Donc, c'est ce qu'il faut savoir en premier lieu. Donc maintenant, je vais mettre Z carré. Qu'est-ce que c'est que le Z carré? Ben, c'est ceci au carré. C'est la racine carrée du carré. Et ça, le fait de mettre un carré, ben, va enlever la racine carrée. Voilà, on va enlever la racine carrée. Bon, maintenant, le Z ici, il vaut X plus YJ. Hein. Voilà, le X, il vaut X plus YJ. Donc, j'aurai quoi? Ben, j'aurai X carré plus Y carré. Enfin, l'écriture sera, le module sera X carré plus Y carré. Donc, le module sera X carré plus Y carré. Voilà, et bien sûr, on va faire plus 1 et on va faire fois n. On va faire plus 1 et on va faire fois n. Donc, je vais faire plus 1. Je fais plus 1. Et on fait fois n. Voilà, mais ça c'est évident. C'est d'une évidence que tout le monde peut, accessible à tout le monde. Donc, c'est la première des choses qu'il faut faire, c'est écrire ça. Donc, vous voyez que dans l'écriture qui était au départ du charabia, le premier membre, vous l'avez décodé. Vous avez pu décoder le premier membre. Maintenant, encore faut-il savoir décoder le deuxième membre. Parce que décoder un membre, ça ne suffit pas. C'est nécessaire de pouvoir décoder le premier membre, mais ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, il y a encore un second membre, et en mathématiques, il faut tout décoder avant de traiter quoi que ce soit. Eh bien, on va décoder le second membre. On va décoder ce fameux second membre. Bon, ayez à l'esprit que... D'ailleurs, je vais le mettre ici. Non. Ayez à l'esprit que c'est simple. Hein, c'est x carré plus y carré plus 1 fois n. J'irai le rechercher tout à l'heure. Bon, maintenant, ce qui est intéressant à décoder, c'est ceci. Voilà. Alors, on retrouve le z. Le z, c'est rien d'autre que x plus yj. Ça, vous connaissez, hein, si on a posé z est un complexe, on a z plus yj. X plus yj est un complexe. Bon. Alors, je vais laisser ça de côté dans un premier temps. Alors, j'ai une formule sommative ou une somme, hein, qui va de 0 jusqu'à n-1. Ça veut dire qu'on va sommer n fois. On somme n fois. La somme, bon, part pas de 1. Hein. K va varier, si vous voulez, K va valoir 0,
1, 2, 3, 4. Ouais, bien sûr, si k est supérieur à 4, hein, je vais prendre enfin, si n est supérieur à 4, hein, je vais prendre un n quelconque qui est grand, très grand. Hein, donc au-delà de 4, parce que si c'était 4, je dois m'arrêter. Voilà, il faut s'arrêter à un moment donné. Si je vais pas m'arrêter à 2, hein, bon, je vais mettre plus que ça. Donc voilà, je vais mettre n beaucoup plus grand que 4. 1, 2, 3, n. Voilà, je généralise à un n quelconque, beaucoup plus grand que 4, bien sûr. Hein. Alors vous voyez que ce cas-là qu'on a ici, ben, c'est une formule de sommation. Bien sûr, le pas vaut 1. Par définition, le pas vaut 1. Donc, on va sommer k égale 0, puis k égale 1, puis k égale 2, k égale 3, jusque k égale n-1. Ça veut dire qu'on va boucler n fois, on va sommer n fois. On va sommer n fois. Oui, mais ce cas-là, il est variable, puisque ça constitue, si vous voulez, un indice. Donc, qu'est-ce qui va être indicé? Qu'est-ce qui va être indicé? Sûrement pas le x plus yj, il n'est pas indicé. Donc, la somme va jouer sur celui-là. Donc là, vous avez déjà fait un grand pas. Vous avez déjà fait un grand pas parce que vous savez bien que maintenant la somme va tenir sur n epsilon k. Voilà. Bon, alors autre chose, là vous reconnaissez le module, je vous apprends rien, et vous reconnaissez le carré, là je ne vous apprends rien. Donc maintenant, ce qui veut dire que ce qui pose le plus le problème, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est que ce fameux n epsilon k? Et dès le moment où vous avez décodé ça, tout d'abord, vous voyez que c'est le k ici qui est variable. Le k est variable ici. Le k est variable. Voilà pourquoi il y a un k. Donc c'est sûrement pas ici où il va y avoir une variation du pas, mais plutôt sur n epsilon k. Alors, qu'est-ce que c'est que ce n epsilon k? Voyons voir de plus près. Si on décode ceci, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de charabia. Hein. Le charabia, parce que vous savez déjà presque tout. Hein. Vous savez déjà presque tout. Bon. Alors, ben, on va voir après tout ça. Alors, voyons voir qu'est-ce que c'est que ce n epsilon k. Je prends une nouvelle feuille. Voilà. Alors, vous savez très bien que la puissance d'un complexe, bon, ça a été étudié par Abraham de Moivre. Bon, il n'y avait pas besoin de lui pour étudier ça, je vous le dis tout de suite. Bon, il a donné une certaine formule, hein, formule d'Abraham de Moivre, mais on pouvait outrepasser, je veux dire, Abraham de Moivre pour trouver cette formule-là, parce que bon, je veux dire, elle n'est pas très compliquée, hein, c'est pas quelque chose de compliqué. À la rigueur, je dirais même que c'est la spirale d'Archimède. C'est la spirale d'Archimède. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est que la puissance d'un complexe? Bon, additionner deux complexes, c'est facile. Hein. Bon, ça, vous savez faire. Z1 plus Z2, il faut additionner leurs parties réelles séparément et leurs parties imaginaires. On sait faire des additions, on sait faire des multiplications, voilà, on sait faire des soustractions, on sait faire des, des divisions, voilà, mais on sait faire des puissances. La puissance, dans les complexes, et même des racines énièmes. Voilà. Mais ces deux cas de figure-là, justement, le premier, c'est ce qu'on appelle la puissance d'un nombre complexe, et c'est la formule d'Abraham de Moivre. Voilà, tant mieux, il nous a donné une formule pour les puissances, bien plus aisée que, bien sûr, l'algèbre, mais je ne pense pas que c'est... moi, il me semble que c'est pas probablement pas dû à lui, parce que bon, c'est tellement aisé ce truc-là que je suppose que des mathématiciens ont sûrement dû utiliser ça. Peut-être bien avant lui. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous avez un complexe x, voilà, je vais prendre z plus 3. Z plus 3. Bien, le z, ben, vous pouvez le mettre en repère cartésien complexe, voilà, ou en polaire. Ça, c'est déjà une chose. Ou vous le mettez dans un axe polaire, et là, vous avez l'écriture trigonométrique.
Enfin, je m'excuse, si je me suis trompé, j'ai mis un axe en trop. Vous avez un axe, voilà, et à partir de cet axe, une origine et un axe, à partir de ça, on a un décalage d'angle, et bien sûr, vous mettez un module, ρ. Donc là, on a besoin de deux paramètres qui sont x et y. Ayant x et y, vous définissez le complexe x plus yj. Ça, c'est ce qu'on appelle un repère cartésien, complexe. Alors que celui-ci, c'est un repère polaire complexe. Là, généralement, on écrira à l'aide de deux paramètres, ρ, phi, pour définir un complexe. Un complexe est défini par deux paramètres. Alors que là, le complexe est défini par deux paramètres qui sont x, y. Là, on aura deux paramètres x, y, et là, ρ, phi. Donc, il faut deux paramètres pour définir un complexe. Bon. Alors, si vous écrivez z plus 3, bon, c'est simple, il n'y a pas plus simple que ça. C'est x plus yj plus 3. On est d'accord. Mais ça, c'est quand il est exposant 1. Bon, si je le mets exposant 2, bah, c'est pas encore trop compliqué, vous faites z plus 3 fois z plus 3. On est d'accord. Bon, si vous mettez z plus 3 au cube, c'est pas encore la mer à boire, mais ça commence à devenir pesant. Z exposant 4, attention, 0. Z exposant 5, ben, ça commence à devenir embêtant. Et Z exposant 6, etc. Z, si vous deviez faire ça, ben, vous allez passer votre temps à faire ça. Donc, on a trouvé une astuce pour ça. Comme on sait bien qu'on a la représentation d'un complexe sous forme algébrique provenant d'un complexe représenté dans un repère polaire, un repère cartésien complexe, mais on ne va pas se satisfaire de ça. D'autant plus qu'on peut mélanger les genres. Hein. Le complexe ici, ici, je peux mettre deux systèmes. Je mets deux systèmes, comme fait GeoGebra d'ailleurs. Hein. Il met trois systèmes en un. Il met le système vectoriel, système réel, système coordonnées polaire, complexe, et système coordonnées cartésienne complexe. Donc il en met 4. 4 en 1. Il met le XY, le REZ, IMZ, il met le. Voilà, il en met 4. Voilà. Alors ici, on peut mettre le repère polaire cartésien, on peut le mettre ici, voilà. Et là, on fait une association de deux. On a deux, si vous voulez, deux repères. On a deux repères. Bon. Donc là, ce qui veut dire que je peux faire des transformations coordonnées cartésiennes vers ρ phi ou de ρ phi vers xy. Bon, il y a toutes des formules pour ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire que je peux avoir une écriture qui est du complexe qui est R ρ 6 phi, qui veut dire cosinus, ρ cosinus phi, ρ cosinus phi plus J sinus phi. C'est l'écriture trigonométrique. Ça n'a rien à voir avec les complexes, c'est de la trigonométrie pure. C'est pour ça que je vous dis qu'Abraham de Moivre n'a fait qu'appliquer de l'algébrique. Il est passé de l'algébrique à l'écriture algébrique dans un repère cartésien complexe vers l'écriture du complexe au niveau trigonométrique dans un repère provenant d'un repère polaire. C'est juste ça. Voilà. Et donc quand vous faites ρ 6 phi exposant 9, c'est bien plus facile à écrire que z plus 3 faire z plus 3 fois z plus 3 fois z plus 3 fois z plus 3 exposant 9. Voilà. Alors je vous rappelle que la partie réelle ici c'est ρ cosinus phi. Voilà, ça c'est RZ. Voilà, c'est mon fameux A ou X. Voilà, plus J ρ 6 phi. Ρ sinus phi. Et ρ J sinus phi n'est rien d'autre que l'imaginaire qui est YJ. Bon, voilà. Donc on s'est passé d'un repère cartésien complexe à un repère polaire et d'un repère polaire à un repère cartésien. Ça veut dire que les écritures, je peux passer de l'algébrique au trigonométrique et inversement du trigonométrique à l'algébrique. Bon. Et ça, c'est bien plus facile de traiter ρ 6 phi et ça, Abraham de Moivre l'a compris. Mais je vous dis qu'il y a sûrement d'autres mathématiciens qui l'ont utilisé. J'en suis sûr et certain. Bon, c'est pas le seul à avoir utilisé cette écriture trigonométrique. Voilà, ben, c'est vrai qu'on lui attribue ceci, voilà, mais j'ai des doutes là-dessus. Parce que c'est tellement évident que, bon, il n'a pas fallu attendre qu'une personne qui puisse trouver ça. Voilà, ρ 6 phi, voilà.
c'est tellement évident, ça ressort de la trigonométrie voilà, de l'époque des Grecs. Hein. Vous avez des triangles rectangles, c'est connu depuis très longtemps, ça. Hein. Les théorèmes de Pythagore. Pythagore, Pythagore, il connaissait l'algèbre, hein, l'algèbre pythagorienne, enfin je veux dire la trigonométrie pythagoricienne. Donc, l'époque d'Abraham de Moivre, bon, ça date quand même, c'est bien plus loin que l'époque des Romains ou des Grecs. Hein. Donc voilà, donc de l'époque du théorème de Pythagore, avec la trigonométrie qu'il y avait derrière, on a sûrement dû écrire les nombres complexes qui datent de la Renaissance. Donc voilà, la Renaissance, de la Renaissance, je veux dire, on a pu trouver facilement une écriture qui était Rho 6 Phi. Hein. Bon, on n'a pas forcément attendu Abraham de Moivre pour le faire, parce que c'est beaucoup de la trigonométrie qui date de l'époque des Grecs et des, comment on appelle ça, des Grecs, des Grecs, l'époque des Grecs, c'est l'époque des Grecs, voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi, que c'est plus facile de faire Rho 6 Phi exposant en 9 que x plus y, j exposant en 9. Alors, revenons-en, je ne sais plus comment dire, revenons-en, voilà, revenons-en à sa fameuse écriture de puissance. Z exposant, je parle de puissance. Alors, en puissance, c'est Rho 6 Phi. Alors, cette puissance, c'est beaucoup plus facile de faire ceci. Hein. Donc, c'est Rho n 6 phi n. Voilà. La puissance, c'est ça. Bon, c'est beaucoup plus facile. N phi, je m'excuse. Oui, c'est ceci. Ouais. Donc, j'ai encore une écriture à écrire, c'est Rho n 6 CGS n phi. Voilà. Bon, et alors là, on retombe, si vous voulez, dans un repère, je dirais même un repère, voilà, un peu spécial. Un repère spécial, j'appellerais ça un repère circulaire. Voilà, un repère, on retombe sur un repère circulaire. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, faire z exposant 1, c'est Rho 1, c'est Rho 1, 6, phi, n vaut 1, voilà. Z2, vous voyez que c'est beaucoup plus facile que de faire ceci que de faire x carré, que de faire z, x plus yj au carré. Hein. C'est Rho 2, 6, 2 phi. Voilà. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Je pourrais écrire que... Voilà. Donc je peux calculer z exposant 1, z exposant 2, z exposant 3, z exposant 4, z exposant 5, z exposant 6, et ainsi de suite, tant que je veux. Tant que je veux. Bon, ça c'est une chose. Mais, qui est plus grand? Je vous rappelle que z exposant, je vais prendre z carré, je vais faire une comparaison qui sera Rho carré et 6, 2 phi. Voilà. Lui, ce sera Rho 4 et 6, 4 phi. Bon. Vous allez me dire qui est plus grand? Comment comparer ça? On regarde les normes. Les normes, elle est là. Là, on a une norme au carré, là, une norme exposant 4. Ce qui veut dire que Z6 aura une norme beaucoup plus grande que voilà, on aura Rho 6. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va faire la norme? La norme va s'agrandir, si vous voulez. Voilà. Ouais, je prends un nombre plus grand que 1. Hein. Je prends un nombre plus grand que 1. Rho, ouais, parce que si je prends un nombre plus petit que 1, si je prends 0,5, ouais, je prends une norme beaucoup plus grande que 1. Bon, si je prends une norme plus grande que 1, la norme va s'agrandir. Mais il reste encore une inconnue. C'est quelle direction aura dans quelle direction a-t-elle? Parce qu'on est dans un repère polaire. Et la norme, c'est bien de connaître la norme, mais il faut connaître la direction, c'est-à-dire l'angle, c'est-à-dire l'argument. Et ça, c'est la trigonométrie qui donne ça. Donc c'est 6, 2 phi, là 6, 4 phi, et là, ce sera, qu'est-ce qui va donner la direction? C'est 6, 6 phi. Bon.
Et là, on est dans un repère spécial. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé au niveau des normes? Mais la norme, elle s'est agrandie, voilà, euh, d'un certain facteur. Voilà, on a un certain facteur. Voilà, on a un certain facteur. Rho 4, c'est rho fois rho 4 fois. Rho carré, c'est rho fois rho. Donc, quelque part, c'est une homothétie. On a fait une homothétie ici. Donc, mais qu'est-ce qu'on a fait avec ceci? 6, 2 phi, c'est de la trigonométrie, là, on n'a pas agrandi. C'est pas une amplitude qui... Voilà, si je fais l'analogie avec une amplitude, ceci est une amplitude et ceci est une phase. Voilà, ça n'a rien à voir. Amplitude et phase, ça n'a rien à voir. Si vous prenez un signal quelconque, l'amplitude, ben, voilà, on a une amplitude, voilà, une amplitude maximale ici. Là, une amplitude minimale. Et bien sûr, là, on a 2 fois l'amplitude. En valeur absolue, on a 2 fois l'amplitude. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la phase? Ben, ça dépend où le signal va débuter par rapport à l'origine. Voilà, s'il débute pas, si on a une sinusoïde décalée, ben voilà, on a un déphasage. Donc, vous voyez bien que le déphasage, ça se mesure, bien sûr, suivant l'axe des x. Et bien sûr, l'amplitude va se mesurer suivant l'axe des y. Et bon, en science, l'amplitude ici, l'amplitude c'est une tension, un courant, peu importe, ça dépend du phénomène que vous étudiez. Si c'est un phénomène mécanique ou autre, un ressort ou quelque chose comme ça. Voilà, et le x c'est généralement du temporel parce que le temporel c'est quand on utilise des grandeurs analogiques, mais c'est souvent en fonction du temps. Et donc qui dit temps dit bien sûr fréquence, qui dit fréquence dit pulsation. Et donc on peut se mettre voilà, en pulsation et en fréquence l'étude d'un phénomène vibratoire. Vibratoire. Bon. Ce qui veut dire que par là, ne pas confondre la phase avec l'amplitude d'un signal. Mais ici, dans les complexes, il ne faut pas confondre le module voilà, de l'argument phi. Alors l'argument phi ici fait 2 phi, là il fait 4 phi, et là il fait 6 phi. Qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, c'est simplement une rotation. On a fait une rotation. Donc, écrire la puissance d'un complexe, c'est justement écrire une homothétie suivie d'une rotation. Voilà. Bon, l'homothétie peut se mettre dans un repère circulaire, voilà, dit de Fresnel. Parce que le repère de Fresnel, c'est un cercle qui est immuable. Immuable dans le sens, ben, le cercle il ne grandit pas voilà, il grandit pas, il est toujours le même. Il grandit pas. Donc là, on va mesurer, si vous voulez, c'est pour mesurer uniquement les phases. Donc on aura par exemple si phi vaut pi sur 4, ouais, je prends phi égale pi sur 4, voilà. 2 phi va faire pi demi. 3 phi va faire 3 pi sur 4. 4 phi va faire 4 pi sur 4. 5 phi va faire 5 pi. 6, 1, 2, 3, 4, 5 pi sur 4. Voilà, 6 pi sur 4. Puis ensuite, on a 7 pi sur 4 et 8 pi sur 4. Et 8 pi sur 4, ça fait bien 2 pi, vous avez fait le tour. Vous avez fait un tour. Voilà, ce qui veut dire que, qu'est-ce qui va donner l'angle? Mais c'est la rotation dans un repère circulaire dit de Fresnel. C'est un repère de Fresnel. Donc vous voyez qu'on n'est plus dans un diagramme, enfin on n'est plus dans un système, oui on est dans un système polaire mais spécial, où on a un cercle qui va donner le topo, si vous voulez, le topo de la direction. Donc là, la rotation est donnée par, on a une rotation, ça nous informe sur l'argument, l'information, ça nous donne l'argument, mais c'est toujours le même cercle. C'est toujours le même cercle. Voilà. C'est toujours le même cercle qui nous donne l'argument. Voilà. Donc là, on a la rotation. Maintenant, le module, on aura, si on a ρ exposant en 2, voilà, si vous faites calculer ρ carré, il sera là. Voilà, ρ cube, au cube, il sera là. Ρ exposant en 4, il sera là. Un peu plus loin. Bien sûr qu'il y a un ρ plus grand qu'un. Hein, ρ exposant. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une spirale d'Archimède. Voilà. Donc le module, lui, là on aurait une spirale d'Archimède. Voilà. Qui va tourner éternellement. Hein. Parce que si vous faites Z20, ben, vous allez trouver le point sur la spirale. Si vous faites Z40, vous allez avoir
Voilà. Et qu'est-ce qui va donner voilà, le vecteur ici, ben, c'est l'homothétie. Là, on aura par exemple ρ 1, ρ 2, là c'est ρ cube. Le module sera ρ cube. Vous allez chercher un vecteur dont le module fait ρ cube. Et ainsi de suite. Donc on a une spirale d'Archimède. Et la spirale d'Archimède, c'est pas Abraham de Moivre qui l'a inventée. Il y a même le nombre d'or, bon là, qui est caché derrière. On peut étudier qu'il y a le nombre d'or qui est caché derrière. Donc c'est pour tout ça, bon, c'est pas Abraham de Moivre. Pour ça, la spirale d'Archimède était connue depuis Archimède. Voilà. Donc, mais là, on a adapté les nombres complexes au travers d'une puissance complexe pour adapter sur une spirale. Bon, et la trigonométrie était très bien connue. L'écriture trigonométrique, bon, ben, on a l'écriture polaire, bon, pour passer de l'un à l'autre, c'est évident, hein, c'est évident, c'est pour ça que je dis, on ne faut pas attendre Abraham de Moivre pour faire des écritures de la sorte. Voilà, c'est d'une évidence telle que maintenant, c'est vrai que bon, on n'avait pas les mathématiciens, je veux dire, c'est pas toute une population qui est mathématicien, hein. Voilà, c'est pas toute une population qui est scientifique. Parmi une population d'une nation, ben, on retrouve une poignée d'êtres humains qui sont capables je veux dire, de faire des choses et de ressortir de théories. C'est pas n'importe qui. Bon, donc parce que tout le monde n'a pas la vocation scientifique. Hein. Certains bon, ont une vocation de travailler dans les champs et voilà, de s'occuper des animaux, donc de fournir à manger à la population. Donc voilà, on retrouve des agriculteurs, on retrouve bon, des gens qui ont des tanniers, enfin, je peux vous dire, surtout à l'époque, hein, je peux vous dire. Bon, si on prend, d'autant plus qu'avant, il y avait, c'est pas comme maintenant, il y avait d'innombrables métiers. Maintenant, les métiers avec l'intelligence artificielle et les délocalisations, ils commencent à se perdre de plus en plus. Mais avant, on pouvait retrouver un emballeur, par exemple, voilà, un ébouresse. C'est une ébouresse, c'est un ouvrier chargé d'ôter les nœuds des draps. Voilà. On pouvait trouver un ébrondeur, un écangueur, voilà, un fustier. Donc, un fustier, c'était les noms donnés dans plusieurs provinces, donc aux charpentiers, et spécialement à ceux qui construisent des bateaux. On peut trouver, je sais pas moi, un linatier, tisseur de lin, ou linier, voilà. Un limousin, un maçon souvent originaire du Limousin, spécialement spécialisé dans un ouvrage de maçonnerie appelé limousinage. Voilà, et ainsi de suite. On pourrait trouver un mesureur, officier public qui a droit dans quelques marchés de mesurer certaines marchandises, qui est assermenté pour remplir cette fonction. Bref, voilà, par exemple, un musquinier en Artois et en Picardie, artisan tisserand qui travaille dans un métier avec la navette. On dit également toilier, tellier, tissier. Voilà, c'est un tisserand. Voilà. Bon, bref, il existait d'innombrables métiers. Donc, ceux qui avaient la vocation de science, de scientifique, ben, on les trouve sur une poignée de main. Et c'est pour ça que, bon, il y a certaines évidences mathématiques. Bon, euh, les scientifiques qui ont donné des choses ne pouvaient pas donner tout à la science. Hein. Bon, déjà, ils ont fait beaucoup de choses à la science en étudiant, en faisant des bouquins, en éditant des bouquins avec leurs connaissances. Ils ont eu toute une vie pour faire pas mal de choses. Mais ils ne peuvent pas tous sortir toute la science à eux-mêmes. Hein. Mais il y a des choses évidentes dont ils ont été trouvées par d'autres savants. Chacun a trouvé sa petite pierre à l'édifice pour le donner voilà, à la science. La découverte, c'est fait par différents scientifiques. Un scientifique n'a pas découvert tout le monde en une fois. Hein, ouais, le monde a été créé, je veux dire, sur des milliards d'années. Ben, je veux dire, il a fallu quand même des milliers d'années pour que l'homme, avec son intelligence, découvre son environnement et, je veux dire, le mettre sur papier. Bon, de ce qui l'entoure. Donc, ce qui veut dire que, bon, on peut dire par là que, bon, ce sont des choses évidentes, ça, hein, ce que je vous explique. Donc, attendre Abraham de moi pour dire des choses comme ça, bon, tant mieux, c'est lui qui l'a dit, mais j'imagine que d'autres mathématiciens en ont fait l'usage. En ont fait l'usage. Mais que c'est à lui que lui revient, bien sûr, ce traitement. Maintenant, s'il m'entendrait, Abraham de moi, bon, paix, à son âme, parce que bon, il n'est plus de ce monde, mais s'il m'entend, et s'il devait m'entendre, ben, c'est vrai que bon, peut-être qu'il me corrigerait, mais bon, je ne sais pas. Moi, j'ai pas connu sa vie, voilà. Mais voilà.
Parce que c'est tellement évident, c'est une chose tellement évidente que bon, tout le monde ne pourrait pas trouver ça évident à première vue. Pourquoi? Parce que bon, tout le monde n'a pas le métier de mathématicien. Il existait d'innombrables métiers, tout le monde n'était pas dans le métier des sciences et des mathématiques. Donc, c'est une poignée voilà, de mathématiciens scientifiques que l'on retrouve dans un pays. Si on en retrouve peut-être 5000 sur une population de 10 millions d'habitants qui donnent des œuvres mathématiques, ben, c'est déjà bien. 5000, c'est déjà bien. Donc, qu'est-ce qui fait la grande richesse scientifique d'un pays? Ben, c'est qu'une poignée d'hommes. C'est qu'une poignée d'hommes. C'est pas un pays. Quand on attribue, bien sûr, un nationaliste va croire que bon, un pays a trouvé beaucoup voilà, de découvertes, mais c'est pas le pays qui a découvert ces découvertes. On doit aux inventeurs et aux scientifiques, et même parfois des équipes de scientifiques, des prouesses techniques et scientifiques, et des découvertes scientifiques, qui sont l'œuvre de scientifiques, qui ne sont pas l'œuvre de la population, parce que la population n'est pas toute scientifique. Donc quand on attribue un prix à un scientifique, s'il est d'une telle nationalité, ça n'a aucun sens parce qu'en fait, la science est universelle. Il a fait une découverte qui existait dans le monde universel, voilà, dans l'universalité. C'est une découverte mondiale euh, pour qui fait, par exemple, voilà, découverte scientifique universelle. Et donc, elle n'appartient pas à une nation. Ça, c'est les nationalistes qui parlent comme ça. Ils disent bon, euh, euh, c'est le fruit de tel pays, mais non, parce qu'en fait, tout le pays n'est pas scientifique. Tous les êtres vivants dans ce pays ne sont pas des scientifiques. C'est une poignée de scientifiques qui ont trouvé, je veux dire, grâce à, bien sûr, maintenant, vous allez me dire, oui, c'est peut-être grâce à des aides d'État qui permettent à certains laboratoires ou certains, voilà, oui, certains laboratoires ou certaines universités de bien fonctionner, de faire de la recherche. Dès le moment où il y a de la recherche, fatalement, là, c'est subsidié par l'État. Donc, fatalement, à ce moment-là, on comprend que bon, l'État a son mot à dire en disant bon, que c'est une découverte scientifique universelle, mais appropriée à un État. Donc, c'est le pays, on dirait que c'est le pays qui en est l'œuvre. Mais quelque part, la découverte est universelle. C'est quand il y a une maladie, quand on fait un vaccin, on fait pas un vaccin on fait un vaccin pour tout le monde. Voilà, et c'est un vaccin, je veux dire, universel pour, voilà, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de frontières. Et donc, on ne peut pas parler de nationalisme en science, parce que la science est universelle. Voilà. Ceci étant dit, on va s'arrêter là concernant, je veux dire, ces desiderata. Bon, je me suis un petit peu éloigné, mais tout simplement pour vous dire que le Zn, là, peut être pris sous forme d'une spirale d'Archimède dans un repère où on a ρn qui est un homothétie et bien sûr 6 n phi qui est ce qu'on appelle voilà, une rotation dans un repère circulaire qui est immuable. Immuable dans le sens, voilà, euh, dans le sens rayon, hein, le rayon ne bouge pas. Donc en fait, quelque part, c'est un repère de Fresnel. Hein. Voilà. Voilà. Et alors, dans le repère de Fresnel, à la différence d'un repère de Fresnel, bien sûr, le rayon fait le module. Parce que là, le module ne bougera pas. Donc le rayon fait le module. Le rayon fait le module. Parce qu'on n'aura pas un rayon, un module variable. C'est pas comme ici où là, le module varie. Donc fatalement, on aura une spirale d'Archimède. Hein. Voilà. Ici, on traite la rotation avec ceci. Je mets un cercle d'un certain rayon et je crée une rotation. Bon. Alors, là, vous allez me dire, bon, quel est l'intérêt de ça par rapport à l'exercice? Pour l'instant, pas grand-chose. Mais maintenant, ça, c'est pour la puissance. Mais si maintenant, vous savez comment fonctionne la puissance, eh bien, je vous disais tout à l'heure, et j'en reviens parce que vous allez me dire, j'ai perdu le filon de mes idées. Non, non, je suis dans mes propres idées parce qu'en fait, je vous ai dit tout à l'heure, on savait faire une somme. Vous êtes d'accord avec moi? On sait faire une différence. Vous êtes d'accord? De deux complexes, vous êtes d'accord avec moi? On sait faire un produit, ben, vous êtes d'accord avec moi. On sait faire un quotient, vous êtes d'accord avec moi. Et je viens de vous expliquer qu'on sait faire une puissance, vous êtes d'accord avec moi. Bon. Alors maintenant, quid de la racine énième
d'un complexe. La racine énième. Tout d'abord, la racine énième, on ne peut pas l'écrire comme ça. Bon. Et là, je vous dirais que autant la puissance, on l'écrit en trigonométrique, que la racine énième, c'est d'office en trigonométrique. D'office. D'office en trigonométrique. La puissance énième, c'est d'office en trigonométrique. Bon. Donc, ce qui veut dire que, si c'est d'office en trigonométrique, qu'est-ce que c'est que la puissance énième? Ben, la puissance énième, quand vous dites 5 au cube, voilà, 5 au cube, 5 fois 5, 25, fois 5, 125. Bon. Qu'est-ce que c'est que la racine cubique? Alors, la racine cubique de 125, qu'est-ce que c'est? Encore, je peux l'écrire comme ceci. Hein. Je peux l'écrire comme ceci pour les nombres, mais pas pour les complexes. Racine cubique de 125, ben, ça veut dire que quel est le nombre x? Quel est le nombre x? Ça signifie quel est le nombre x pour lequel on va faire x au cube égale 125. C'est juste ça. Donc, quelque part, c'est une puissance d'un nombre que je ne connais pas qui me donne 125. On peut interpréter ça de la même manière. C'est équivalent. Dire qu'un nombre que je ne connais pas, je mets au cube, ça donne 125, et bien c'est la racine cubique de 125. C'est la même chose. Donc, on va faire ça pour les nombres complexes. On va faire ça. Alors, on va dire que c'est un complexe que je ne connais pas. Hein. Par exemple, je vais mettre au cube un complexe que je ne connais pas, R6 alpha. Je ne le connais pas, ce complexe. Voilà. Je le mets au cube. Voilà. Et ça me donne la racine cubique voilà, d'un nombre connu. Rho, que je vais appeler Rho 6 phi. Bon, mais le problème, vous comprendrez que ça, on ne peut pas écrire ça comme ça. Voilà, on peut pas écrire comme ça la racine cubique. Enfin, ici, ce serait plutôt comme ceci. Voilà, ce serait plutôt comme ceci. Ça, on ne peut pas écrire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme on ne peut pas écrire la racine cubique, je vais faire en sorte que je vais écrire un cube ici, ce que je viens de vous montrer là. Et là, à ce moment-là, je peux dire que ρ 6 phi vaut la puissance 3 de R 6 phi. Donc, c'est une puissance énième d'un nombre inconnu. Et la puissance énième, je viens de vous l'expliquer. Hein, je viens de vous l'expliquer à l'instant. Donc, à ce moment, comment trouve-t-on la solution? Ben, c'est très simple, parce qu'on fait R cube, là, 6, 3 phi. Et là, en faisant ça, ben, que vaut le R? Le R, il vaudra, que vaut le ρ, enfin, le R, parce que c'est le R que je cherche, ben, le R, c'est la racine cubique de ρ. Racine cubique de ρ. Que vaut l'argument? Voilà, que vaut l'argument? Eh bien, ce sera 3 phi moins phi, c'est-à-dire 2 phi. Ce sera 2 phi. Bon, alors maintenant que vous savez ça, donc là, on aura 6 2 phi. Là, j'ai trouvé que vaut la racine, voilà. Mais je vais conjecturer maintenant. Que vaut la racine énième? Et c'est là qu'il faut comprendre tout ça. Pour en arriver, bien sûr, je ne me suis pas étalé, parce que je veux arriver à l'écriture juste de ceci. L'écriture ici. Voilà. Je ne me suis pas étalé du tout, parce qu'en fait, vous allez voir que ça a à voir. Alors, si vous voulez tout comprendre, ben, ouais. Je vais partir maintenant de z exposant. On recherche un z. Voilà. Donc, on recherche un nombre complexe. Z. Donc, n est un naturel. N appartient au naturel. Voilà, je fixe les choses. Donc, n est un naturel. Bon, c'est bien, hein, parce que justement, dans l'énoncé, vous voyez bien que n appartient à n. C'est pas pour rien qu'ils disent ceci, et c'est pas pour rien qu'il faut une sommation voilà, de ceci. C'est pas pour rien qu'il y ait une sommation, et c'est pas pour rien qu'il y a un nombre n appartenant au naturel. Alors,
on dira que la racine énième d'un complexe, ben, on recherche, comme je vous l'ai dit, on recherche R6 alpha, bien sûr, exposant n, pour qu'on ait, bien sûr, ρ 6 phi. Voilà. Alors, je vous ai déjà dit que ça, c'était R exposant n, R exposant n, et ceci, c'est n alpha. Voilà. Et là, maintenant, on peut identifier, donc je vous l'ai dit, bah, R, on sait le trouver facilement, hein. C'est R racine carrée de n. Alors, si vous faites racine carrée, racine énième de ρ, je suis en train de dire deux choses en même temps, R égale racine énième de ρ. Ça veut dire que si n vaut 2, ben c'est la racine carrée, si n vaut 3, c'est la racine cubique, si n vaut 4, c'est la racine quatrième, et ainsi de suite. Voilà. Donc le module varie en fonction de n, vous aurez compris, hein. C'est normal parce qu'il faut faire la racine énième. C'est un peu comme la puissance, elle augmente, mais ici, on va faire une racine énième. Elle va se réduire. Voilà. Maintenant, l'angle. L'angle, eh bien, on va résoudre. On va résoudre. Si je résous, je dois dire que pour l'argument, 6 n phi égale 6, oui, ça c'est alpha. On recherche alpha, hein. N fois alpha est égal à 6 CJS, voilà, phi. Bon, ce qui veut dire, ça c'est tout simplement de la trigonométrie, n'allez pas avoir de complexe là-dedans, hein. C'est juste cosinus phi est égal à cosinus, je dirais plutôt cosinus n alpha, j'égale les parties réelles, égale à cosinus phi, et c'est aussi sinus n alpha égale sinus phi. Donc j'égale les parties réelles et les parties imaginaires. Bon, ça devient des équations trigonométriques simples. Simple. Il n'y a pas plus simple que ça en équation trigonométrique. Parce que quand est-ce que deux cosinus sont égaux, ben, c'est quand ils ont les mêmes arguments. Quand deux sinus sont égaux, c'est quand ils ont le même argument. Ben, c'est une équation, on a cos, cos. Ben, quand est-ce qu'il y a l'égalité des deux cosinus? Ben, quand les arguments sont les intérieurs, les arguments sont égaux, hein. Quand est-ce qu'on a, ici on a deux sin, sin, quand est-ce que les deux sinus sont égaux? Ben, quand un alpha égale phi. Bon, alors ça je vais écrire, parce que c'est pas encore terminé. Donc, on vient de dire, c'est quand on a n, en général, n alpha égale phi. Ah mais ça c'est vrai dans un cercle trigonométrique, si vous faites l'équation trigonométrique, si vous trouvez un angle, supposons que alpha il est là, ben, pour qu'il y ait le même cosinus, ben, c'est vrai pour tout cas, je veux dire positif, hein, de pi, à 2 pi près. À 2 pi près. Donc que ce soit positif ou négatif, c'est toujours à 2 pi près. Vous allez retrouver la même valeur si vous faites 2 pi, que ce soit pour le cosinus et le sinus. La valeur, pour avoir la même valeur, dans un cercle tournant, mais c'est à 2 cas pi près. Vous avez une infinité de solutions, c'est ça que je veux dire. Voilà, en trigonométrie, on a une infinité de solutions. En trigonométrie, on a une infinité de solutions. 2K pi. Parce que ne pas confondre la trigonométrie et les complexes. La trigonométrie ici joue avec des valeurs réelles. Voilà. Mais avec les nombres complexes, qu'est-ce qui se passe? Vous jouez avec des complexes. Et les complexes, si vous avez un cercle, oui, tout d'abord je vais chercher la trigonométrie. Là, on a une infinité de solutions. C'est normal, ça dépend de cas. Vous mettez k égale 10, 20, 30, 40, 100, 1000, 1 milliard, k égale moins 1000, moins... On est en trigonométrie. En trigonométrie, on a toujours, dans les solutions trigonométriques, vous dessinez une trigonométrie, ben, vous voulez dessiner une sinusoïde, ben, elle provient
de l'infini pour aller à l'infini. Donc, je vais faire sur GeoGebra. Voilà, je vais dessiner une sinusoïde. Voilà, vous voyez qu'elle provient d'où cette sinusoïde? Elle provient de l'infini pour aller vers l'infini. Je parle dans le sens des axes x. Voilà, et donc, si je trace une droite y égale, si je vais mettre une amplitude, je vais mettre 5 pour voir un peu plus clair, voilà, je mets 5, je mets une amplitude de 5, ben, je vais tracer x égale 2, non, y égale 2, je m'excuse, je me suis complètement couré, y égale 2, voilà, regardez, on a une infinité de solutions à ça. Regardez, j'en ai une ici, enfin ici il me l'a mal mis, j'ai une solution là, enfin il l'a encore mal mis, ça c'est un système d'accrochage, hein. Bon, je vais essayer de l'accrocher correctement, là, voilà, il l'a bien mis, j'ai une solution ici, une solution, je raconte une bêtise, oui, non, je raconte une bêtise. Ce que je voulais dire, c'est que quand vous avez une solution, la prochaine, ben, elle est 2 pi plus loin. Bon, j'ai mal dessiné. Donc, je vais reculer en arrière. Bon, supposons que la solution, c'est soit ça. Là, il l'a mis. J'ai un système d'accrochage un petit peu difficile. Je vais faire un zoom pour essayer de bien accrocher. Voilà. Supposons que la solution est là. Mais la prochaine solution, elle est là. La prochaine solution, elle est là. Chaque fois que vous avez une montée de sinusoïde, ben voilà, là, vous avez la solution. Là, elle est là. Là, donc c'est 2 pi plus loin. Là, elle est ici. Là, elle est ici. Voilà. Là, on est en pleine montée. Pas celle-là, parce que celle-là, on est en pleine descente. Vous devez aller chercher les montées. En regardant par la droite, vous avez ce qui est croissant. Mais ici, je l'ai mal accroché, le G. Hein. Bon, vous aurez compris que les solutions... voilà. Je retirer le H, je retirer le G. Une solution, c'est ceci. Ouais, je sais pas pourquoi il le met à côté encore une fois. Système d'accrochage, c'est pas terrible, terrible. On va pointer correctement. Voilà. Et ça, c'est toutes les solutions à 2 cas pi près. C'est normal parce que quand vous faites des équations trigonométriques sinus-cosinus, c'est toujours, les solutions sont toujours à 2 cas pi près. Alors, comment je vois que c'est celle-là? Ben, il suffit de la prendre montante et d'avoir l'intersection avec la droite. Voilà. Je prends la sinusoïde montante et pas la descendante, parce que la descendante, c'est ça, par exemple, un point ici, mais ça n'est pas solution. Le H n'est pas solution parce qu'il descend. Il descend. Donc, c'est pas bon. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'on a une infinité de solutions. C'est ça que je vous explique là. Je vous explique qu'on a une infinité de solutions pour la résolution de la trigonométrie. On a une infinité de solutions. Voilà, c'est ça que je vous explique. Ouais, mais dans les complexes, on n'a pas une infinité de solutions, hein. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les complexes, je vais vous mettre un complexe. Pour ça, il faut que j'efface tout. Voilà. Alors, regardez bien. Je vais prendre un module très petit pour ne pas pour bien voir à l'écran. Bon, je prends un module de A égale égale 1 plus I. Voilà. Là, j'ai mis un complexe. Je vais représenter, bon, je vais faire un zoom. Mais ici, il faut que je me mette là pour pouvoir... je suis toujours en point. Voilà. Je suis toujours en point là.
Là, on est bon. Alors, je vais faire encore un petit zoom là-dessus. Voilà. Voilà. 1 plus j. Bon, si je fais A carré, oui, A cube, non, enfin, ce que je vais expliquer par là, je vais vous expliquer un truc, parce qu'ici, c'est pas ça que je voulais encore expliquer, parce que mon module ici, il est beaucoup plus grand qu'un, mais enfin bref. Là, on a une infinité de solutions, mais pour les complexes, on aura, les solutions seront R égale racine énième de rho. On est d'accord. Pour les angles. Mais pour les angles, on aura ceci. Donc, que vaudra alpha? Vaudra phi sur n plus 2k pi sur n. Voilà. Ce qui veut dire que le complexe pourra s'écrire. Comment peut-on écrire le complexe de la racine énième? Il s'écrira, si vous voulez, donc z égale r. Le r, c'est la racine énième de rho, multiplié par l'argument, lequel c'est 6 phi sur n, phi étant connu bien sûr, hein, et rho étant connu, fois, et là, attention à ceci, et c'est ça qu'il faut être vigilant là-dessus, c'est 6, d'ailleurs je vais le mettre en rouge. C'est simple, je vais le mettre en rouge. 6, alors je vais reculer, parce que c'est là que je vais aboutir à mes explications. 6, 2k pi sur n. Voilà, et c'est ça que je voulais vous montrer. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 2k pi sur n? Tout d'abord, en trigonométrie, on a une infinité de solutions, je viens de vous le dire. Mais ce n'est pas le cas pour les complexes. Pour les complexes, ben, si vous trouvez une solution, une sera ici, une autre sera là, une autre sera là. Voilà, je vais appeler ça Z1, Z2, Z3, Z4, par exemple Z5. Alors, regardez bien que c'est phi divisé par n. Déjà, il faut déjà voir ça. Phi divisé par n, ben, ça donne voilà, soit ça va donner des vecteurs avec ceci, regardez. Ben, si on a, ça va donner, si vous voulez, ceci. Voilà, si j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et le prochain, il est où? Ben, il est là. Et ça, c'est pas comme en trigonométrie, on n'a pas une infinité de solutions. Puisque ça, c'est la fixe d'un point complexe que je vais appeler le point P1. Mais à P1, on a Z1, on n'a pas un autre complexe. À P2, si je fais 10 tours ou 20 tours, peu importe, mais j'aurai toujours le point P2. Et à P2 correspond toujours au même complexe Z2. Voilà, si vous faites pour ce vecteur-ci, vous faites 20 tours de celui-là, il n'y a pas de problème, la trigonométrie vous le permet, mais vous serez toujours en P3. Et à P3, on a associé avec un complexe Z3. Voilà, et ainsi de suite. Pour P4, on aura associé un complexe Z4. Donc, ce qui veut dire que on a, oui, effectivement, la trigonométrie donne une infinité de solutions. On est d'accord, hein, ça c'est la trigonométrie. Mais là, on est dans les complexes.
Au plan complexe, on n'a une coordonnée complexe. Hein. Là, on n'aura qu'une coordonnée complexe. Ça veut dire que si je fais euh, la racine, voilà, si une racine énième aura uniquement que 5 racines. Enfin, une racine cinquième aura une racine cinquième aura 5 racines. Une racine sixième aura 6 racines. Une racine septième aura 7 racines. Une racine huitième aura 8 racines. Une racine neuvième aura... Et pas une infinité. Pourquoi pas une infinité? Parce que quand vous faites... la trigonométrie permet de faire un nombre de tours à 2 capis, il n'y a pas de problème. Voilà, ça, c'est la trigonométrie. Mais ça, la trigonométrie, on est dans les réels. Vous faites un nombre de tours, vous faites 360 tours, ben voilà... on a une infinité de solutions. Hein. Je vous l'ai montré avec voilà, la sinusoïde. Hein. Avec la sinusoïde ici, la solution, elle est où? Ben, enfin, je l'ai effacé, ouais, j'ai oublié que j'ai dû effacer. Mais la sinusoïde vous montrait qu'il y avait une infinité de solutions. Mais dans les complexes, non. Une racine énième, ben, on n'aura que n racines. On aura n racines. Voilà. Et alors, on pourra dessiner, si vous voulez, un polygone. Un polygone, si je relie, bien sûr, les points représentatifs voilà, pour lesquels on a associé un complexe à ces points. Si je relis, ben, on peut avoir voilà, un polygone. Ce qu'on appelle un polygone. Ici, ce sera, comme on a 5 racines, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un... donc, le polygone, c'est un... comment est-ce qu'on appelle ça? On a le triangle équilatéral, c'est à 3 solutions. Un carré, c'est à 4 solutions. Et un pentagone, s'il y a 5 solutions. Voilà, un hexagone. Oui, hexa, c'est 6. Heptagone, 7. Octogone, voilà, 8. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, on peut avoir, ça c'est ce qu'on appelle des polygones. Mais on peut avoir des polygrammes. Par exemple, dans ce cas-ci, on aura une étoile. On aura une étoile si je relie voilà, les points. Voilà. Donc ça, c'est un polygramme, qui est une étoile, à 5 branches. Voilà. Donc, ici, on peut avoir des polygones ou des polygrammes. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a, ne pas confondre la trigonométrie, qui a une infinité de solutions, c'est tout à fait logique, des complexes. Là, si vous tournez, vous allez aboutir soit au point 1, point 2, point 3, point 4 ou point 5, s'il y a 5 solutions. Donc, en d'autres termes, je vais déjà faire un résumé de ceci en disant que, et c'est très important de dire que tout nombre complexe possède tout nombre complexe, bien sûr, possède ou admet, hein, n racine énième, n racine énième, et je dirais même, comme les mathématiciens disent, et n seulement. Voilà, on le bloque à n seulement, pas plus. N seulement. Possède n racine énième et n seulement, on le bloque, on dit, bon, voilà, et ça, ceci c'est fondamental dans les racines énièmes des nombres complexes. Bon. Ceci étant dit, je ramène cette formule-là. Donc, je vais réécrire hein, que vos z z est égal à la racine énième de ρ. 6 phi sur n. Et alors, il y a le fameux 6 de k pi sur n. Ah, et là, on arrive à ce qu'on doit démontrer.
on va arriver à ce on doit démontrer. Voilà, je vais le mettre en rouge. 6, 2K, pi sur n. Qu'est-ce que c'est que ceci? En fait, ceci, c'est l'écriture, si vous voulez, ça constitue une base, voilà, où on a une partie ici, et une partie là. Ça, c'est ce qu'on appelle les racines énièmes de 1. Ce sont les racines énièmes de l'unité qu'on note justement n epsilon k, où il y a des propriétés particulières de ça, n epsilon k. Voilà. Donc, la notation, c'est n epsilon k. C'est-à-dire que là, k va varier, bien sûr. En fait, c'est rien d'autre que cosinus. Bien sûr, le module de ça, il vaut 1. Hein. Il vaut 1, le module de ça vaut 1. Ce sont les racines de énième de 1. Voilà. C'est cosinus 2k pi sur n plus j sinus 2k pi sur n. Voilà. C'est n epsilon k. Bien sûr, k variant. Hein. Bien sûr, il y a n racine énième. Elle varie de 0 à 1, 2. Je suppose qu'il y en a plus que 2. Hein. Voilà. Voilà, je fais une racine au-delà de 2. Une racine énième au-delà de 2. Hein. Racine 4e, racine 20e, racine 50e, peu importe. Je vais jusque n. Voilà. Donc 3 petits points. N au-delà voilà, d'une certaine valeur. N, voilà, 0, 1, 2 jusque n. Moins 1. Parce qu'il y a n racine énième pour un nombre complexe. Et n seulement. Et c'est valable pour la racine énième de l'unité. Donc ça, c'est la racine énième de l'unité. Voilà. Et donc, voilà ce qu'est ce fameux epsilon nk. Donc je peux revenir maintenant à traiter ce que je devais traiter au départ. Donc, mais si vous ne savez pas ce que c'était n epsilon nk, maintenant je vous le dis, c'est ça. Donc maintenant, je peux traiter le n epsilon nk. Bon. Alors, avant toute chose, je vais traiter dans ce sens-là. Le traitement va se faire dans un sens. Donc, pourquoi? Parce que si je traite ceci est égal, je vais traiter celui-là, doit être égal à celui-ci, mais s'il y a égalité, ça va dans les deux sens. Hein. Ça va dans les deux sens. L'égalité ira dans les deux sens. Eh bien maintenant, on est parti. On est parti pour la démonstration, parce que maintenant, voilà, on a tout décodé. Hein. Donc, je vais aller rechercher le module de ceci. Le module de ceci, c'est... je vais écrire comme je l'entends. X plus Y, J, moins n epsilon k, mais c'est, je viens de le voir, cosinus 2pi sur k. Ouais, j'espère que j'ai pas mis un n dans les traitements. Ouais, j'espère que j'ai pas mis un n, que je me suis pas trompé dans les traitements. Ouais, normalement, c'est 2pi sur k. Ah, c'est 2pi sur k. Non, 2k pi sur n. Je m'excuse, je sais pas ce que je raconte là. C'est 2k pi sur n. De k pi sur n. Voilà. Plus j sinus de k pi sur n. Avec k, bien sûr, variable. Hein. K varie de... il y en a plusieurs là-dessus. Hein. Il n'y en a pas qu'une seule, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y en a, n. N parce que k varie de 0, 1, 2, jusque n, n-1. Voilà, il y en a n. Voilà, alors il faut chercher le module de ceci, bien sûr faire la somme et mettre au carré. Bon, alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on sépare les parties réelles et les parties imaginaires. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais séparer les parties réelles et les parties imaginaires avant de calculer un quelconque module. Donc, je fais x plus cosinus de k pi sur n
moins, oui, ici c'était un moins, parce que c'est le cosinus, il va donner, voilà, c'était un moins, voilà, partie réelle, partie imaginaire, ben, je rassemble J, Y, moins sinus de K pi sur N, voilà, j'ai mis le J, et il faut chercher le module, bien sûr, et le module, faire la somme, bien sûr, et voilà, évaluer le carré de ceci. Voilà, alors maintenant je prends une nouvelle feuille, ben, ça c'est pas compliqué à faire le module, hein, parce que le module, c'est un produit remarquable. Hein. Alors je vais écrire en plus petit parce que c'est vrai que je prends beaucoup de place. Hein. Alors je vais évaluer le carré, donc c'est somme, on avait x, ça va donner x carré, là je suis en train de faire le module. Donc j'évalue le produit remarquable, x moins cosinus de pi, ouais. Je vais marquer ceci. Voilà, ceci c'est le module. Mais n'oubliez pas que le module est au carré. Le module est au carré, donc la racine carrée va tomber. Si je devais mettre ceci, mais il n'y a plus de racine carrée. Voilà, on se retrouve avec ceci. Bon, bien sûr, la somme d'ici. Je développe le carré, x carré, plus cos carré de k pi sur n. Bien sûr, k varie. Hein. Il n'y a pas qu'un seul cosinus. Alors vous comprendrez qu'il y en a n. 1, 2. C'est une forme d'écriture, voilà, où k est variable. Hein. De 1 jusqu'à n-1. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait dire ça? Ben, c'est le k qui est ici. Hein. Le k varie de 0 à n-1. Voilà, donc là, il y a plusieurs cas. Hein. Il y aura, voilà, on retrouve là-dessus, voilà, cosinus de 0 pi sur n, cosinus de 2 pi sur n, cosinus de 3 pi sur n, cosinus de 4 pi sur n, cosinus jusque n-1, 2 fois n-1 pi sur n. Voilà. Alors, moins le double produit, 2x cosinus de k pi sur n. Voilà. Et là, bon, ça va donner la même chose. Bien sûr, il y a une somme, hein, formule sommative ou sommatoire, plus, et je fais la même chose pour y carré, plus sinus carré de k pi sur n, moins 2y sinus de k pi sur n. Voilà, alors celui-ci, la somme de celui-ci, en formule sommatoire, ça fait 1. Parce qu'on aura cosinus carré de 0 pi sur n plus sinus carré de 0 pi sur n qui fait 1. Cosinus de si k vaut 1, cosinus carré de 2 pi sur n plus sinus carré de 2 pi sur n qui fait 1. Voilà.
Donc on aura on aura 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, combien de fois? Ben, de k à n-1, donc on aura n si vous voulez. Donc ça fait n. Donc j'espère que vous avez compris ce que je raconte. Hein. Ici, si vous avez cos carré, si k vaut 0, ben, on aura 0 pi sur n plus sinus carré de 0 pi sur n. Ça fait déjà 1. On aura 1. Puis on aura cos carré de k vaut 1. Cette fois-ci, on aura 2 pi sur 1 plus sur n plus sinus carré 2 pi sur n. On a 1. Puis on aura cosinus de, je m'excuse, k vaut 2, 2k pi. On aura 2k, k vaut 2. Ça fait 6 pi sur n plus sinus carré de 6 pi sur n. Et vous comprendrez que combien de fois je dois faire ça? Ben, de k égale 0 jusqu'à n-1. K égale 0 jusqu'à n-1. Ce qui veut dire que j'aurai 1 plus 1 plus 1, combien de fois? Ben, n fois. On aura n fois. Voilà, donc ça c'est simple. Hein. Bon, c'est pas ça qui doit poser un problème. Poser problème. Donc je vais rechercher ça maintenant. Je vais écrire que ceci, ça fait n. Donc j'aurai x carré plus y carré. Voilà. Et on remarque déjà que x carré plus y carré, c'est le module de carré de z. On aura le module carré de z. Donc j'aurai le module de z au carré plus n. Voilà. Alors maintenant, je peux vous dire que ceci, ça fait 0. Ceci fait 0. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer que ceci fait 0. Alors, je vais le faire par après. Je vais prouver que ceci fait 0. Ceci fait 0. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour vous mettre la réponse. La réponse dit ceci. Donc, on a... la sommation ici a déjà été faite. Hein. Attention au crochet. Si la sommation a déjà été faite. Donc, j'aurai... Ça, je vais sortir du crochet. Parce que j'ai déjà fait une sommation avec les cosinus carrés et sin carré. Donc, maintenant, j'ai une sommation de ceci, plus n. Plus n, voilà. Donc, en d'autres termes, je vais l'écrire au propre, hein, comme ça, bon, on va l'avoir tout de suite. La somme de k égale 0 jusqu'à n-1 du module de z carré. Voilà. Maintenant, la somme ne porte que sur ça. Plus n. Ça, j'ai déjà fait la formule sommatoire. Voilà. Oui, mais ça fait quoi? Ça fait, vous avez bouclé, z n'est pas dépendant de k. Donc vous allez faire z carré une fois, plus z carré encore une fois, plus z carré encore une fois, plus z carré. Vous allez le faire n fois. Donc vous allez faire n fois z carré plus n. Ce qui démontre la réponse, qui vaut n fois le module de z au carré plus 1.
Oui, mais encore faut-il démontrer ce que je vais dire, que le restant s'annule. Voilà. Donc, la réponse, c'est ça. Hein. Je peux vous dire que c'est ça. Voilà. Donc, on a bien n fois z carré, module de z carré plus 1. C'est la réponse. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à démontrer que ce que je vous ai dit tout à l'heure est nul. Ça s'annule. Donc, la réponse, je l'ai. La réponse, je l'ai. Il n'y a pas de problème. Alors, là, on aura moins 2x moins 2x cosinus de pi sur n. Alors j'ai mis un moins devant la parenthèse. Hein. Donc ça devient, si je mettais un plus, comme ça j'ai bien 2 moins. Voilà. Et là, vous aurez compris que c'est 2y sinus de pi sur n. Bien sûr, ne pas oublier que derrière ça, il y a la formule sommative. Hein. C'est k égale 0 jusqu'à n-1. Alors, je vais mettre le 2 ici. Et là, ce sera x cosinus de pi sur n plus y sinus de pi sur n. Voilà. Formule sommatoire pour k égale 0 jusqu'à n-1. Voilà. Et ceci, c'est ceci qui vaut 0. Voilà, ceci vaut 0. Alors, je pourrais vous le montrer. Pourquoi? Parce que ceci, ça revient à faire somme x fois la somme des n-1 pour k égale 0 de n epsilon de k. Je veux dire, de cosinus de pi sur n. Et ça fait 0. Voilà. Et ça fait la somme des signes de pi sur n fait aussi 0. Pour k égale 0 jusqu'à n. Voilà. Ça fait 0. Ça fait 0. Ça fait 0. Alors ça, je pourrais le démontrer dans une autre vidéo, mais je vais vous le montrer. Je peux vous le démontrer dans une autre vidéo. Hein. Pourquoi? Donc ici, on a bien 0. Donc ceci, c'est ceci. Et celui-là, c'est celui-là. Voilà, donc on a bien 0 ici. 0 fois y, ça fait 0. Celui-ci fait 0. 0 fois x, ça fait 0. Et voilà, au bout du compte, 0 plus 0, ça fait 0. Moins 2 fois 0, ça fait 0. Voilà, donc bien sûr, ici, j'ai retiré la formule sommatoire. Hein. La formule sommatoire, je l'ai enlevée, puisqu'en fait, je l'ai fait rentrer dans... bon, je suis un petit peu brouillon ici. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Hein, parce que c'est vrai que... Là, je suis un petit peu brouillon dans tout ça. Bon, je vais recommencer. Donc j'ai moins k égale 0 jusqu'à n-1. Alors, moins 2x. Déjà, le 2, je vais le sortir. Voilà.
ça m'intéresse pas ça. Moins 2. X cosinus de pi sur n plus y sinus de pi sur n, bien sûr, avec k variant de 0 à n. Bon. Ce qui veut dire que là, je vais faire moins 2 x que je mets en évidence, somme de cosinus de pi sur n pour k égale 0 jusqu'à n-1 plus y somme pour k égale 0 n-1 de pi, enfin sinus voilà. Et ça fait 0. Voilà. Et ça fait 0. Bon, je vais faire une nouvelle vidéo hein, qui va vous prouver que ça fait 0. Voilà. Mais croyez-moi sur parole, ceci, ça fait 0. Je vais vous le montrer dans une autre vidéo. Donc, vous pouvez être convaincu dans l'autre vidéo. Mais dans un premier temps, je vais stopper cette vidéo aussi pour ne pas qu'elle soit trop longue. Sachez que ça, bien sûr, le 2, il est là. En parenthèse ici. Là. Égal. Et donc, ça fait, tout ça fait 0. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Parce que je pourrais le faire maintenant, mais pour pas que ce soit trop long. Voilà. Si je prends par exemple, je peux le faire, hein, c'est pas un problème. Je peux le faire ici, par GeoGebra classique. Je vais prendre quelque chose qui fait 45 degrés. Ouais, on va prendre un module de 2 multiplié par cosinus de 45 plus alt i sinus de 45. Voilà. Alors, je vais l'appeler A, parce que bon, le Z1, l'indice, écrire chaque fois avec une écriture indicée, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Alors, là, on a A. Je vais aller chercher, je vais même mettre 1, pour ne pas... Alors, je vais faire ceci. Voilà, je vais faire A carré. A cube, c'est ce qui se passe d'ailleurs, hein, parce que le module, quand je mets en évidence ici, je mets en évidence, enfin je ne sais pas ce qu'il est, en dernier je crois, voilà, quand je mets en évidence, ici je traite, voilà, epsilon k, donc c'est voilà, il est de module 1, indépendamment de ceci, il est de module 1 celui-ci, tout comme celui-ci, il sera de module 1, c'est 6 de pi sur n, voilà, 6 de pi sur n, c'est la racine énième de 1, si vous voulez. Racine énième de 1. Indépendamment de xy. Xy étant mis en évidence. Hein. Si je prouve que ça vaut 0, le x, il va... Peu importe le x, vous allez voir tout de suite. Alors, je démontrerai ça dans une autre vidéo, mais voyons voir sur GeoGebra. Je vais déjà vous le montrer. Voilà, A cube. J'ai bien un module de 1. Voilà, A exposant 1, 2, 3, 4. Ouais, ici, il n'est pas encore un module de 1. Enfin, bref, c'est pas encore ce que je voulais montrer encore. Donc, parce que là, le module, il augmente. C'est normal parce que le module, il fait pas 1 ici. J'ai pris un complexe. Ouais, le complexe. Le module, il fait pas 1. Il faut que j'aille chercher un complexe de module 1. Bon, alors pour ça, un module 1, je vais prendre
1 fois ça, le module, il vaut bien 1. Voilà. Cosinus 45 plus voilà. Alors, le restant, je vais les effacer. Alors, je vais regarder si le module fait bien 1. Voilà, le module, il fait bien 1. On est d'accord. Donc, je peux traiter avec ça. Là, je peux le traiter. Le module fait bien 1. Maintenant, je vais faire A carré. A exposant 3. A exposant 4. Ouais, bah ici, c'est pas encore ce que je voulais. Enfin, c'est parce que c'est des racines énièmes, mais c'est pas encore des puissances. Hein, parce que je suis en train de traiter les puissances. Bon, je vais essayer de montrer autrement. En allant chercher. S'il faut, je vous montrerai dans une vidéo à part, mais je vais essayer de tenter vite sur celui-ci et de terminer la vidéo. Pour ça, il faut que j'aille chercher tableur. Voilà, je vais vous montrer avec un tableur. Alors, je prends le cosinus de 0. Voilà. Je vais fixer 2pi. Non, je vais vous préparer ça correctement dans une autre vidéo. Voilà. Je ferai une autre vidéo. Il faut que je vais préparer un petit peu ça. Je vous ferai dans une vidéo. Parce qu'ici, je suis en train de chercher un peu tout n'importe quoi. Et je fais de n'importe quoi. Mais je vais vous prouver que ça fait 0. Hein. Donc, le but de la vidéo ici, ce sera de vous prouver que ceci fait 0. Voilà, je ferai une vidéo à part. Comme ça, j'ai le temps de préparer, de regarder plutôt que de cogiter. Voilà. Je vais vous prouver ça dans une vidéo. Voilà, je vous remercie.